Bienvenue dans ce podcast de la Ligue Huntington francophone belge qui vous parle de la maladie de Huntington. Vous pourrez y entendre des témoignages de personnes malades, d'aidants proches, de porteurs et de toute autre personne en relation avec cette maladie. Nous remercions les membres de notre communauté qui ont bien voulu partager leur vécu lors de ces enregistrements. J'écoute si tout va bien. Voilà, l'enregistrement est parti. Bonjour, attends. Hop. C'est toi qui commences là. Oui. Ah, tu Voilà. l'as. Je vais mettre comme ça le chat il peut quand même rentrer. Oui. Comme ça. Oui. Voilà, alors je remets mes petits écouteurs pour entendre que tout va bien. Bonjour Claire, merci de nous avoir accueillis ici. Pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour Olivier. Je m'appelle Claire donc et j'ai 75 ans. Je suis institutrice à la retraite. J'habite dans l'entité de Sambreville, Falisol, c'est près de Namur. Mon mari est décédé en 1995 de la maladie de Huntington. J'ai 3 enfants décédés, dont 2 de la maladie de Huntington. À travers le récit que je vais vous raconter, vous allez découvrir mon parcours de vie atypique. Fille unique, l'avenir semblait me sourire. Hélas, mon père âgé de 49 ans décéda d'un infarctus foudroyant en 1972. Alors, âgée de 20 ans, j'avais 20 ans ce temps-là, comme dit la chanson, je fus pour la première fois confrontée à un changement radical de vie. Je devins la seule épaule de ma maman de 42 ans, affligée par le chagrin que provoqua la perte de son mari. J'étais, à ce moment, fiancée d'un bel officier, mais 6 mois plus tard, tiraillée entre le chagrin de ma mère et l'incompréhension de mon fiancé, je le quittai. Tel était le nouveau chemin qui se dessinait devant moi. Il n'y a pas de hasard. Notre destinée, elle est toute tracée et vous l'endossez sans en être conscient au départ. Ainsi, sans le savoir, mon père était la source de ma nouvelle vie. En 1975, j'épousai un garçon rencontré lors d'une soirée à laquelle, d'ailleurs, je ne devais pas participer. Je connus son père durant 9 mois. Il était, soi-disant, atteint de la sclérose en plaques, le père. De cette union, 10 mois plus tard, naquit notre premier petit garçon, Nicolas. Malheureusement, 2 jours après sa naissance, une violente méningite nous le vola. La jeune maman que j'étais ressentit une profonde solitude intérieure, un immense abandon, un échec en tant que femme. J'étais anéantie. Était-ce un cauchemar ou la réalité? Mais la réalité cruelle, celle qui emporte votre chair, votre sang, était bien réelle. Encore chaque jour, je pense à Nicolas, imaginant sa silhouette d'adulte. Aujourd'hui, il aurait 51 ans. Permettez-moi de partager avec vous une citation dont je ne retrouve pas, hélas, l'auteur. Si courte soit la vie d'un être sur la terre, il a son importance. Elle a son importance, pardon. L'équipe médicale me rassura et je pouvais à nouveau être enceinte. 15 mois plus tard, en 1976, naquit notre deuxième fils, Alexandre. Et en 1977, un petit Fabien vint nous surprendre. Des moments merveilleux, retrouvés, me réconciliant avec le présent synonyme d'espoir pour un futur heureux. Mais rapidement, j'allais déchanter, car en 1982, le comportement bizarre du papa, c'est-à-dire marche titubante, déséquilibre fréquent, fragilité psychologique, concentration difficile, gestes cognitifs de plus en plus sévères, bref des mouvements incohérents, éveilla mon attention et suscita mon inquiétude. Qu'arrivait-il à ma famille? Après un tas de démarches éprouvantes dont je vous fais grâce des détails, je découvris une bien triste réalité. Mon mari, le père de mes 3 fils, était porteur du gène de la Corée de Huntington. Un accablant héritage de feu son père,
une maladie hautement héréditaire, 50%, dégénérative et surtout incurable encore à ce jour. Cette turbulence que ma famille se préparait à traverser semblait si dévastatrice. Des questionnements s'imposèrent à moi. Feu mon beau-père, souffrait-il vraiment de la sclérose en plaques, comme l'avait prétendu ma belle-mère? Était-ce une interprétation erronée de la maladie de son mari? Un secret de famille? Ma belle-mère connaissait-elle réellement les conséquences de cette grave ignorance? Inconscience ou dissimulation volontaire du réel nom de la maladie de son mari, afin de ne pas entacher la vie de son propre fils? Leur médecin de famille, lui, il était au courant, mais... Je suis persuadée que mon mari ignorait la vérité. Ce garçon intelligent aurait programmé sa vie autrement si cela avait été le cas. Le déroulement de la vie de mes enfants était donc tributaire d'un non-dit, puisqu'à tout moment ils pouvaient déclarer la maladie. Le compte à rebours de leur vie menacée venait de s'enclencher. Je ne devais pas baisser les bras, au contraire, je devais défier cette horrible maladie qui s'installerait lentement dans notre foyer, et ce, sans y être invité. Je me devais de procurer à mes fils force, attention, confort de vie, afin qu'ils échappent le plus longtemps possible à la destruction de leur corps et de leur esprit si la maladie venait à se déclarer. Chez mon mari, la maladie se déclara, progressa. Les difficultés s'enclenchèrent. Et en 1983, cela m'obligea à demander à ma belle-mère de reprendre son fils afin que je puisse continuer à travailler et surtout offrir à mes enfants un semblant de vie normale. Bien qu'opposée à cette idée, dans un premier temps, elle finit par céder. Nous sommes en 1986. Fabien, âgé de 11 ans, commença à manifester des mouvements, tels que besoin de toucher souvent ses cheveux. Sa nage devenait bizarre. Appuyé par le ressenti de son instituteur de 6e primaire, je redoutais le pire. En effet, ses apprentissages, surtout l'écriture, se dégradèrent, et ses humanités inférieures terminées péniblement, je dus trouver un établissement scolaire, enseignement spécial. Pas simple d'expliquer à votre enfant le pourquoi il devait changer d'école, surtout quitter maman et son frère. À l'aide de phrases presque floutées, je parvins par miracle à l'en convaincre. Il était si triste. Afin d'adoucir sa peine, je lui promis de manger nos tartines ensemble, dans la voiture, tous les temps de midi. Heureusement, nos 2 écoles étaient proches. Durant 4 ans, ce fut le cas. Une grande complicité entre les enseignants de sa nouvelle école et moi-même s'installa et, j'avoue, me facilita quelque peu la tâche. Entre-temps, médecins et neurologues avaient diagnostiqué, bien sûr, chez Fabien la maladie de Huntington, mais juvénile, car elle apparut tôt et représente seulement 10% des cas. À ses 20 ans, nous sommes en 1997, il dut quitter cette école car à l'époque, les jeunes de cet âge devaient être orientés vers des formations diverses. Mais pour le cas de Fabien, aucun établissement prévu pour l'encadrer. Je dus d'abord prendre un mi-temps, durant 5 ans, pour en 2000, après 30 ans de carrière, être pensionné d'office. Car bien qu'aidé par ma chère maman, il m'était devenu impossible de mener à bien en même temps et mon rôle d'enseignante et surtout mon rôle de maman. En parallèle, Alexandre, brillant élève, évoluait dans cette atmosphère difficile. J'y reviendrai ultérieurement. Je vécus donc à du 200 à l'heure, avec maman et mes 2 fils. Voyages, promenades, etc. Il ne manquait de rien.
Mais l'état physique de Fabien se détériorait. Il ne put plus marcher, ne plus manger seul, bien sûr, déglutition à surveiller sans cesse, d'où adaptation de l'alimentation. Le médecin passait 2 fois semaine, un séjour à l'hôpital. Je dis un séjour, mais il en fit plusieurs, mais enfin un long de 6 semaines fut nécessaire. Je ne le quittai pas un seul jour. Le personnel infirmier me remerciait, car ma présence était plus que nécessaire. Il ne pouvait pas rester seul, et le personnel infirmier ne connaissait pas bien cette maladie. Le 23 janvier 2006, comme de coutume vers 9 heures, je levai Fabien et l'étendis sur le divan du salon. Mais ce matin-là, sa pâleur me surprit et subitement, il s'évanouit pour ne plus jamais se réveiller. Son agonie commençait. Le médecin revint régulièrement, une ultime fois à 15h15. Il s'accroupit près de Fabien, surveille les battements de son cœur et à 15h30, le docteur se retourna vers moi, la mine grave, et prononça ces mots: « Il est en train de nous quitter, madame. » Mon fils venait de tirer sa révérence. Il avait cessé de souffrir, et moi je sombrais dans le désespoir. Il s'éteignit à 28 ans, victime d'une embolie pulmonaire. Et chacun assistait impuissant à une jeune vie qui s'achevait. 5 années plus tard, 2009, ma maman mourut à l'âge de 81 ans des suites d'une hémorragie ménagée. Je perdais l'épaule sur laquelle je déposais parfois ma peine, parfois souvent, dirais-je, et inversement. Comment encore trouver le courage d'avancer? Après le décès de Fabien, j'ai consulté un psychologue qu'une amie connaissait dans le cadre de son travail, très compétent et à l'écoute, mais hélas, lorsque je fermais la porte de son bureau, rien ne changeait dans mon esprit. Après la disparition de Fabien, j'ai rédigé une sorte de carnet de bord basé sur mes expériences en tant qu'aide proche. Une quinzaine de familles en bénéficia afin de les aider un peu dans l'accompagnement de leur malade Huntington. Je restais seule avec mon fils Alexandre. Alexandre, quel tempérament ce bonhomme! Le spectacle auquel il fut confronté durant sa vie longue de 37 ans était cruel, car il connaissait le mal dont il souffrait et l'issue fatale qu'il lui réservait. Que d'obstacles contournés pour arriver à lui façonner un semblant de bonheur. Un battant, mon fiston, qui, conscient des risques qu'il encourait pour son existence, est parvenu à réussir avec distinction 2 candidats en droit aux facultés Notre-Dame de la Paix à Namur. Puis les mois passèrent. Sa mémoire s'amenuisit, et après 3 tentatives en première licence en droit, ce sont les termes de l'époque, il se résigna à abandonner ses études auxquelles il tenait tant. L'espoir d'un futur pour lui disparaissait. Mon cœur de maman se déchirait, mais nous étions ensemble, lui et moi, déterminés, plus forts que jamais. La maladie déclarée chez lui en 2012 empira. Son équilibre devenait fragile, son élocution difficile, son autonomie disparut, emportant sa dignité. Sa maladie était devenue incontrôlable, envahissante, tellement insupportable. Lorsqu'elle fut presque à son terme en 2014, Alexandre réclama l'euthanasie. Bien sûr, il remplissait les tristes conditions afin d'y avoir droit. Comment une mère peut-elle supporter l'insurmontable? Le mois qui a précédé son euthanasie, Alexandre émit le souhait de revoir une ultime fois ses cousins et amis préférés. Il me confia, sans en mesurer l'effet sur moi, la tâche d'acheter un petit souvenir de sa part pour chacun d'eux, afin qu'on ne l'oublie pas.
comment pouvait-on l'oublier? Quelle pénible mission pour moi, et cacher ma douleur avait été mis à rude épreuve, mais je fis ce qu'il me demanda. Quelques jours avant son départ définitif, le 18 juin 2014, je lui demandai s'il se rendait compte de la peur qui me hantait, à savoir vivre sans lui, seul. Il me répondit du tac au tac « Viens avec moi, maman ». Ces paroles étaient insoutenables, inattendues, terrifiantes. Partir en léger différé par rapport à lui, afin de l'attendre, de l'accompagner dans son dernier voyage. Lors de notre ultime au revoir, je chuchotai à son oreille « Je t'aime, mon fils, fais un beau voyage ». Le 18 juin, 18h15, le médecin prévu à cet acte médical effectua une première injection, puis une deuxième. Le docteur me regarda alors. « Il ne souffre plus, madame, il est libéré. » Alexandre venait de reprendre le contrôle de son corps, et ce pour l'éternité. Encadré par des proches et l'équipe médicale, Alexandre s'endormit paisiblement. L'intensité émotionnelle de ce moment est indescriptible, tant elle était dense. Certains proches avaient dû quitter la pièce, échappant ainsi à la lourdeur du moment. Mais je suis tellement fière de mes fils. Je suis convaincue de la puissance des sentiments qui animent une mère et son enfant prisonnier d'une maladie incurable. Une maman est capable de déplacer des montagnes et de s'imprégner de son mal pour tenter d'alléger sa peine. Pour l'accompagner dans son dernier voyage, Alexandre avait souhaité emporter quelques objets, dont son diplôme de candie en droit. Nous avons également échangé une mèche de nos cheveux. Et je vivais ces moments sans défense, impuissante. J'aurais voulu arrêter le temps, le remonter pour revivre avec eux les moments heureux. Oui, il y en eut beaucoup, et je m'y réfugie souvent. Alexandre et moi avions convenu auparavant que de l'endroit où il se trouverait, il me ferait parvenir des signes prouvant sa survivance. Ce fut le cas à maintes reprises. Sans me perdre dans l'imaginaire, je détectais çà et là un fait particulier, un instant spécial, que moi seule en comprenais le sens. Je suis persuadée que ma santé spirituelle est indispensable à ma santé physique. Mon état d'âme du moment guide souvent mon comportement. Je pratique de temps en temps des pauses sérénité pendant lesquelles mes pensées voguent à travers l'évocation des beaux moments vécus avec mes fils. Et il y en eut beaucoup malgré tout. Oui, je me réfugie dans ce passé, ce baie d'épines, mais où le parfum de la rose parvenait et parvient encore à enjoliver notre histoire. Ai-je vraiment du vivant de mes fils trouvé le sens de ma vie? Je pense que oui, mais j'ai peur de manquer un peu d'objectivité. Une omission, une négligence, une inconscience, une trahison ont volé la vie de ma famille. Je suis une femme blessée dans mon cœur à jamais. Mais s'apitoyer sur son sort continuellement n'est pas la solution, même si vous savez que survivre à vos enfants est injuste. Alors, on fait semblant que tout va bien. On s'interroge encore et encore. Est-ce la vie qui vous inflige une punition démesurée ou une mission bien difficile à honorer? J'aime à penser que c'est une mission qui me fut confiée. Via mon moi intérieur, je parle souvent avec mes enfants. C'est un lien viscéral, une connexion infaillible entre une maman et ses enfants. Nous ne sommes pas des êtres humains par hasard, mais bien par une volonté supérieure dont la forme nous échappe. Antoine Lavoisier, mathématicien et chimiste, a dit « Dans l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Francis, Nicolas, Alexandre, Fabien, notre histoire vivra en moi à jamais, maman.
La Ligue Huntington francophone belge est une association de patients active depuis 1996. Elle a pour mission principale de soutenir, d'accompagner et d'informer les familles touchées par cette maladie, mais également de sensibiliser les instances politiques et les professionnels de santé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook pour rester informé de nos prochains événements et diffusion de nos podcasts.